Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal des correspondants. Je vous emmène aujourd'hui en Guinée, au Gabon, au Cameroun et en République centrafricaine. Au Gabon, la semaine africaine du climat s'est achevée à Libreville le week-end dernier. Pendant une semaine, les experts nationaux et internationaux en charge des questions climatiques ont clairement identifié les besoins de l'Afrique dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. L'événement a permis aux participants d'harmoniser leur point de vue sur la question avant la COP27 qui se tient en Égypte dans 2 mois. Retour sur l'essentiel de l'événement avec nos correspondants Muriel Ndoyenguene et Joël Tatou. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, instrument déterminant du développement dans la sous-région, s'investit dans la lutte contre les changements climatiques. Sa position a mené l'Afrique à parler d'une seule voix pour à la fois donner de la valeur à nos forêts et assurer une meilleure protection de l'environnement pour un développement harmonieux des États africains. Nous, en tant qu'institution sous-régionale, nous avons un rôle et particulièrement dans le cadre de la transparence climat. Il y a un an, le 30 septembre 2021, on a signé un accord de partenariat avec ICAT, l'initiative de transparence climat, et nous sommes en train de le mettre en œuvre. En collaboration avec le Bureau des Nations Unies sur les questions environnementales, la CEAC et ses partenaires entendent accompagner les États à avoir les données et les informations pour mieux comprendre les impacts des politiques climatiques et donc mieux gérer les politiques de développement de façon utile. Il y a une possibilité de tourner l'action climatique dans une action qui est utile pour le développement économique des pays. En fait, si les pays manquent d'avancer les actions sur les changements climatiques, il manque une opportunité pour avancer le développement. Pour la communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'Afrique gagnerait à adopter une position commune pour des solutions durables. Direction la Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra, soucieux de l'amélioration des conditions de vie des Centrafricains, a procédé mardi à la clôture du séminaire gouvernemental d'auto-évaluation. C'est la seconde fois que le gouvernement organise un tel rendez-vous. Pendant un mois, les membres du gouvernement ont présenté une trentaine de communications assorties de 373 recommandations. La mise en œuvre de ces recommandations va permettre l'amélioration de la vie des populations. Le point avec notre correspondant sur place, Roland Chibanda. C'est aux environs de 10h30 précises que le président centrafricain Faustin Archange Touadéra faisait son entrée dans la salle de conférence de la Cité des chefs d'État où attendaient déjà les hautes personnalités du pays, représentants de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, de la primature, des experts, des partenaires au développement et bien d'autres personnalités, tant nationales qu'internationales. L'occasion a été donnée au numéro 1 centrafricain d'apprécier à leur juste valeur les conclusions de ce séminaire d'auto-évaluation des membres du gouvernement centrafricain. Les échanges sur les priorités communes de travail immédiat réitérés lors de ce séminaire qui devrait améliorer l'efficacité de la coordination et des réalisations dans chaque secteur, tenant compte des forces et faiblesses, des défis et opportunités, y compris l'engagement d'avancer ensemble sur certains produits sectoriels clés, seront désormais la boussole de chaque chef de département. Parmi les 373 recommandations produites, 11 ont été déclarées fortes et doivent faire l'objet d'un suivi méticuleux par le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, au regard des recommandations pertinentes issues de ce séminaire gouvernemental auquel j'attache du prix,
Je recommande une actualisation des lettres de mission assignées à chaque membre du gouvernement. J'exige les évaluations périodiques du travail gouvernemental. Cela doit apparaître clairement dans les nouvelles lettres de mission. Après la remise par le chef de l'État centrafricain de certificats à chaque membre du gouvernement participant à ce séminaire, une photo de famille regroupant les différentes personnalités présentes a mis fin à la cérémonie au sein de la cité des chefs d'État. Une délégation de la Cour pénale internationale a séjourné cette semaine à Conakry, la capitale guinéenne. Objectif, évaluer l'état d'avancement des préparatifs du procès des événements du 28 septembre 2009. Pour rappel, cette année-là, des militaires avaient tué au moins 150 personnes au stade de Conakry. La mission de la CPI a pu constater une bonne évolution des travaux préparatifs. Sagnon Kourouma, notre correspondant en Guinée. Des émissaires de la CPI et des cadres du ministère guinéen de la Justice ont renseigné pour visiter le palais devant abriter le procès du massacre du 28 septembre 2009. Sur le terrain, les ouvriers s'activent pour relever le défi logistique. Et aujourd'hui, les travaux avancent à la satisfaction des émissaires de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, ce que j'ai vu confirme vraiment une avancée extrêmement significative dans la préparation de ce procès symbolique. Donc, je pense pouvoir retourner et dire avec confiance que ce premier défi, qui est un défi logistique, est sur le point d'être remporté. Donc, pour nous, la Cour pénale internationale, c'est une fierté. C'est une fierté pour nous, particulièrement le bureau du procureur. Ces locaux que nous venons de visiter aujourd'hui montrent vraiment qu'on est sur le point vraiment d'achever un cadre idéal pour abriter les acteurs de ce procès-là. Le procès tant attendu du massacre d'opposants au stade de Conakry le 28 septembre 2009 va s'ouvrir probablement d'ici la fin de ce mois de septembre. C'est ce qu'a déclaré récemment le ministre guinéen de la Justice, Alphonse Charles Wright. Après les discours, place aux actes, l'opérationnalisation de ce palais va s'inscrire dans cette dynamique. Il y a une volonté politique qui s'est matérialisée et je crois que, comme on l'a dit, nous sommes à plus de 90% des travaux effectués. Et naturellement, nous sommes tous convaincus que ce procès du 28 septembre 2009 aura effectivement lieu. Et la mission de la Cour pénale internationale a également rencontré les autorités judiciaires et les victimes de l'événement du stade de Conakry. Des victimes qui attendent la tenue d'un procès équitable avant le 28 septembre prochain. Un procès qui, pour les victimes, respectera les droits de la défense et de la partie civile. Nous ne voulons pas d'une simple parodie de justice. Les victimes ont attendu 13 ans. Il est hors de question que ce procès-là fasse l'objet de compromis avec qui que ce soit. Donc notre message a été entendu et je crois que le gouvernement est dans la dynamique d'organiser un vrai procès. Dans tous les cas, nous restons vigilants et nous communiquerons le moment venu si, par malheur, les choses ne vont pas dans le sens que nous souhaitons. Les magistrats et les gardes pénitentiaires devant encadrer le procès sont actuellement en formation à Conakry. Une volonté manifeste aujourd'hui affichée par la junte au pouvoir 13 ans après le massacre qui a fait 150 morts. Finissons ce journal avec une pratique en Afrique qui tente à disparaître. Il s'agit de la scarification. Si au sein de certaines tribus subsahariennes, c'est le fruit d'un héritage ancestral qu'il faille absolument préserver, pour les voix qui la dénoncent, c'est une atteinte à la dignité humaine. Mathieu Wamba et Cyril Nguidjoy, nos reporters au Cameroun, nous en parlent. Suivons plutôt. La pratique de la scarification reste très courante en Afrique subsaharienne. En pays Yoruba et Haoussa en particulier, les marques sont des signes extérieurs de beauté, vantés et fièrement exhibés par les jeunes hommes et femmes. Nos ancêtres avaient des balafres, des scarifications, et ça avait toute une autre signification.
Dans cette Afrique de l'Ouest polythéiste et animiste, où cette pratique est millénaire, ces staphylades sur le visage ou le torse marquent aussi l'identité, l'appartenance ethnique et séculière. Les scarifications ethniques, si elles font partie de l'histoire des peuples africains traditionnels, sont aujourd'hui décriées par la jeunesse qui y voit des atteintes à l'intégrité physique. À mon humble avis, ce n'est pas quelque chose d'intéressant parce que ça défigure. Ça défigure les personnes sur qui, les visages sur lesquels on fait ça en fait. Au Cameroun, la pratique est très présente au nord du pays et en zone de forêt par contre, superstition et croyance accompagnent la chose. Un enfant pouvait naître 3, 4, 5 fois, mais il naissait, il remourait. Donc ça fait qu'avec la scarification, si le même enfant revenait, il fallait faire certains rites. C'est de ça que nos grands-parents ont initié ce phénomène. Mais pour certaines organisations de défense des droits humains, ces rituels sont mis dans le compte des mutilations, dont des violations des droits de la personne, qu'il faudrait absolument stopper. De façon sociale, lorsque vous voyez un enfant qui a un certain âge, à qui on a fait ça lorsqu'il n'était pas conscient, finit par comprendre que s'il fallait démarrer le choix, beaucoup ne resteraient pas d'accord avec cette pratique. Toujours au Cameroun, aucune loi ne l'interdit pourtant. Il n'y a pas de sanction sans texte. Donc, au niveau de la scarification, les États ne s'est pas vraiment prononcé sur les sanctions qui peuvent encourir contre les auteurs de telles pratiques. Les populations africaines, face à cette tradition rébarbative, commencent à s'en défaire comme ici au Soudan, où dans certaines tribus, la scarification faciale est dénoncée par les anciens qui ne voudraient plus l'avoir pratiquée sur leurs enfants. Nous voici à la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Prenez soin de vous et à la prochaine.